Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième conférence du cycle Écho d'Archéo. Je m'appelle Alfredo Mayoral, je suis géoarchéologue et je vais vous présenter les dernières nouveautés des recherches géoarchéologiques et paléo-environnementales autour du site de Gergovie. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord le musée de Gergovie, mais aussi la Maison des sciences de l'homme et l'Université Clermont-Auvergne pour l'organisation de ces conférences, ainsi que le département du Puy-de-Dôme pour son soutien. Alors, Gergovie, c'est un lieu chargé d'histoire, mais c'est aussi un lieu relativement mal connu. C'est un site qui est assez connu du grand public, du moins le nom, qui sera rentré dans l'histoire avec la guerre des Gaules de Jules César, mais qui est ensuite très longtemps resté dans l'oubli, jusqu'à une découverte au XIXe siècle par Stoffel sous les ordres de Napoléon III, et une redécouverte beaucoup plus récente qui date des dernières décennies, qui a permis de redécouvrir un plateau, un site archéologique, une bataille, des peuples, des personnages, bref, tout un mythe et toute une complexité qu'on commence à appréhender de mieux en mieux. Mais Gergovie, c'est avant tout ça un site naturel absolument remarquable. Si vous ne l'avez pas encore visité, je vous recommande très très fortement d'y aller parce que le site est d'une beauté toute exceptionnelle. C'est un belvédère vraiment exceptionnel de la Limagne, du sud de la Limagne, un petit peu au sud de Clermont-Ferrand. C'est un plateau verdoyant qui fait environ 65 hectares, qui culmine à 745 mètres, donc qui domine de 250 ou 300 mètres l'ensemble de la Limagne et qui offre un point de vue formidable pour apprécier les formes volcaniques de la chaîne des Puys. En parlant de volcanisme, le plateau de Gergovie a une histoire géologique un peu complexe, évidemment très liée au volcanisme, mais en fait, cette histoire complexe peut se réduire très schématiquement à deux phases. Une première phase qui se déroule durant l'Oligocène et le Miocène, entre 23 et 16 millions d'années environ, avec des épisodes volcaniques, avec formation de cônes de scories et de coulées de lave, ainsi que plusieurs dépôts de mahar, qui sont des explosions phréatomagmatiques, dans le secteur de Gergovie. Plus tard, à la fin du Tertiaire et durant le Quaternaire, l'érosion va peu à peu dégager le relief du plateau et va un peu graduellement mettre en relief l'ancienne coulée de lave qui est constituée de basalte beaucoup plus résistant, alors qu'elle va graduellement déblayer tous les matériaux sédimentaires sous-jacents, construisant peu à peu par inversion du relief, ce qui est aujourd'hui le plateau de Gergovie. Donc, Gergovie est un plateau volcanique, comme je vous disais, qui est situé dans la partie sud de la plaine de la Limagne, un petit peu au sud de Clermont-Ferrand, comme vous pouvez le voir sur la carte, dans ce qu'on appelle la Limagne des buttes. Le relief se caractérise par la présence de nombreuses buttes volcaniques, par exemple le plateau de Gergovie, la montagne de la Serre, le puy de Coran, le puy de Péronère ou le Saint-Sandoux, avec des sommets plus ou moins plats qui surplombent toute la vallée de la Limagne. En Limagne, il y a une abondance assez remarquable d'occupations préhistoriques et protohistoriques, que ce soit dans les vallées ou sur les plateaux, où elles sont assez abondantes. Il y a eu des recherches de longue date, toutes thématiques confondues, que ce soit en préhistoire, archéologie, plutôt sciences naturelles, géologie, etc. Et ce, depuis la fin du 19e, début 20e siècle. Mais il faut vraiment attendre les années 1990 pour voir un essor des fouilles archéologiques, très lié aussi au développement de l'archéologie préventive, mais aussi le développement de programmes paléo-environnementaux, archéologiques, géoarchéologiques, multidisciplinaires. Depuis, il y a eu un petit moment de creux, mais actuellement, il y a un nouvel élan et toute une série de programmes de recherche et de valorisation qui sont promus depuis quelques années par le conseil départemental de Puy-de-Dôme. Donc,
Gergovie, comme je vous disais, au sud de la Limagne, dans la Limagne du début, où il y a beaucoup d'occupations préhistoriques et protohistoriques. Et si on se déplace vers la protohistoire, vers la fin de la protohistoire, on note que Gergovie est inséré en quelque sorte dans tout un réseau d'agglomérations protohistoriques vers la fin de l'âge du fer. Ainsi, par exemple, vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve le développement de l'agglomération d'Aulnay-Grandailla, un petit peu au nord de Gergovie dans la plaine. Un peu plus tard, vers le 2e, 1er siècle avant notre ère, se développent 3 oppidales, c'est-à-dire des villes gauloises fortifiées qui sont plus ou moins contemporains et connectés, qui sont l'oppidum de Gergovie, l'oppidum de Gondol et l'oppidum de Coran, qui seraient vraisemblablement ou au moins en partie contemporains et complémentaires. Et donc, il y a plusieurs interprétations à ce sujet. Ça pourrait être un schéma multipolaire, des centres concurrents, voire des occupations successives mais très rapprochées dans le temps. Mais c'est en tout cas un exemple assez unique à l'échelle européenne, du moins dans l'Europe celtique. Et puis finalement, on a aussi Augustenemetum, qui est la ville romaine, qui va se développer après la conquête et qui est l'ancêtre du Clermont-Ferrand actuel. Bien, donc Gergovie, au cœur de la Limagne. Donc, pour vous donner une idée de ce à quoi pouvait bien ressembler ce paysage de la Limagne des Buttes vers la fin de l'âge de fer, à la période gauloise, donc voilà une restitution en 3D de la Limagne à la fin de l'âge du fer d'après les recherches les plus récentes. Il est extrait du documentaire des Gaulois dans la plaine, que je ne peux que vous recommander très vivement, qui arrive très bien et très complet. Donc, comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'un paysage agricole quand même assez structuré et exploité d'une manière assez dense, qui n'est finalement pas aussi loin du paysage actuel, ou du moins pas aussi loin qu'on pourrait le croire. En ce qui concerne le site archéologique de Gergovie en soi, il faut savoir que les fouilles sont, depuis le 19e siècle, malheureusement discontinues temporellement. Le site n'a jamais été fouillé des décennies en continu. Et aussi spatialement, ça c'est en partie du fait aussi de la taille du plateau. On a fouillé environ 2% de la surface du plateau, et bon, suivant des objectifs et des méthodologies assez hétérogènes depuis le 19e siècle. Mais en tout cas, on a retrouvé des vestiges d'occupation de plusieurs périodes confondues, du néolithique, du Moyen-Âge, mais surtout gaulois et romains. Parmi ces vestiges, il y a par exemple un sanctuaire, une villa, des fortifications qui sont parmi les vestiges les plus connus, avec une porte d'entrée ou une grande place d'allée qui a été découverte très récemment. En ce qui concerne la bataille, qui est quand même le sujet qui revient constamment quand on parle de Gergovie, il faut rappeler que c'est quand même un des grands objectifs des fouilles vers la fin du 19e siècle par Stoffel, commandé par Napoléon III. Donc, le grand objectif, c'était de retrouver le théâtre des batailles de la guerre des Gaules. Alors, la fouille napoléonienne a retrouvé des camps césariens, mais c'est resté longtemps controversé jusqu'aux années 90, lorsqu'une mission d'expertise ainsi que de nombreuses fouilles préventives ont produit une masse de données quand même assez importante qui a permis de confirmer la localisation des camps césariens au pied de Gergovie, donc de la bataille, telle que le proposait Stoffel. Tout ceci a encore été confirmé par des prospections géophysiques récentes autour du grand camp césarien, du petit camp césarien et du fossé des liaisons. Donc, parmi les vestiges en relation avec la bataille, il y a bien sûr les fortifications gauloises, il y a les camps césariens et leurs fossés de liaison, ainsi que toute une série d'objets militaires tardo-républicains, par exemple des projectiles de scorpions, de balistes, ainsi que beaucoup de clous de sandales de légionnaires romains. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, la bataille de Gergovie a bien eu lieu à Gergovie. Mais
Au-delà de ces découvertes archéologiques que je viens de vous présenter succinctement, qui sont très intéressantes en soi, que sait-on des anciens paysages et des environnements dans lesquels s'insérait le plateau aux périodes préhistoriques et protohistoriques et qui ont certainement conditionné très fortement son histoire, les sociétés et les hommes qui y ont habité. Donc, quand on essaye de répondre à cette question, on se rend vite compte de la rareté finalement des données paléo-environnementales et paléopaysagères sur le plateau lui-même, sur ses versants et sur la plaine en contrebas. Alors, sur la plaine, on dispose de données dans le marais extraites des études du marais de Sarliève, mais malheureusement, elles ne sont pas tout à fait extrapolables au plateau. Car elles sont au pied du plateau, mais elles ne sont pas facilement extrapolables au versant et au sommet. Et puis ensuite, elles ont un problème important, c'est qu'elles sont chronologiquement un peu imprécises. Donc, c'est pour des périodes où il y a des changements historiques enregistrés par l'archéologie importants et rapides. Donc, cette imprécision chronologique a longtemps interdit une interprétation précise de l'interaction entre les sociétés et ces paléo-environnements. Et du coup, tout ça est un handicap majeur quand même pour la compréhension intégrale et intégrée du site dans son environnement. Pour illustrer ce propos, on peut par exemple reprendre l'illustration qui accompagne la fiche de cette conférence. Quand on regarde cette illustration, on se rend compte que alors que la Limagne présente un paysage, comme dans la restitution 3D que je vous montrais tout à l'heure, un paysage bien structuré, un paysage agricole, avec des fossés de drainage, des arbres, des fermes, des gens qui travaillent. Le plateau de Gergovie, c'est juste une masse dans l'ombre, d'où on voit émerger quelques fumées pour montrer qu'il est habité, mais voilà, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas grand-chose sur les versants et sur le sommet du plateau au niveau paléo-environnemental et paysager, comme je vous disais. C'est pour pallier à ce manque d'informations assez handicapant qu'une nouvelle initiative de recherche paléo-environnementale et géoarchéologique s'est mise en place depuis 2018, financée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et structurée autour de laboratoires Géolab avec le support de la Maison des sciences de l'homme et l'Université Clermont-Auvergne en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et le grand objectif de cette initiative de recherche était de comprendre la construction et l'évolution des paysages préhistoriques, protohistoriques et antiques qui s'associent aux occupations humaines du plateau et de ses marges, du fait de l'interaction complexe entre les sociétés, leurs environnements et les oscillations climatiques. Alors, pour atteindre cet objectif que je viens de vous énoncer, il y a une première phase indispensable d'études géoarchéologiques. Pourquoi? Parce que cette approche géoarchéologique va utiliser des concepts et des outils, des manières de travailler des géosciences pour faire deux choses. La première, pour explorer le potentiel du site pour une recherche paléo-environnementale de large spectre à développer dans les années à venir, mais aussi cette approche géoarchéologique, elle va fournir des premières données sur le contexte paléo-environnemental et la trajectoire d'anthropisation du site pendant l'Holocène dans un climat changeant, sur les modalités des gestions de ressources naturelles et des transformations environnementales, surtout en ce qui concerne l'eau et les sols, et accessoirement de la végétation, et aussi sur les impacts sur les milieux des sociétés gauloises et gallo-romaines, par exemple au niveau d'érosion des sols, un ruissellement accru, etc. Donc cette première étape de la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui et qui correspond au contenu de cette conférence, s'est développée entre 2018 et 2020. Elle a pris la forme d'un projet de recherche conduit par Emmanuel Lefibre et Yannick Miras, du laboratoire Géolab et de laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique respectivement.
et moi-même, avec la contribution de Nicolas Tissot et d'autres collègues de différents laboratoires de recherche de la région. Alors, ce travail géoarchéologique se structure en plusieurs étapes et imbriqué dans une approche d'études paléo-environnementales plus large et multidisciplinaire. Alors, on pourrait diviser ce travail en 4 phases. Premièrement, une exploration générale et une analyse préliminaire du terrain, que ce soit par exemple à travers une prospection pédestre, à travers des moyens de télédétection comme par exemple l'analyse d'imagerie aérienne ou de données lidar, ou encore par l'analyse de documents historiques, dans l'objectif de localiser ce qu'on appelle des potentiels archives sédimentaires. Qu'est-ce que c'est une archive sédimentaire? C'est des accumulations naturelles de sédiments qui, pendant les périodes étudiées par les chercheurs, en se déposant, ont enregistré des informations sur les paléo-environnements et les activités humaines aux alentours. Donc ça serait la première phase, essayer d'explorer le terrain pour localiser ces archives sédimentaires. Dans une deuxième phase, on va procéder à l'acquisition de ces archives sédimentaires par l'acquisition ou l'extraction de ces archives sédimentaires par différents moyens. Par exemple, si elles sont accessibles, s'il s'agit d'une coupe stratigraphique, on va procéder à un échantillonnage, un simple échantillonnage. Dans des situations où elles ne sont pas accessibles directement, on va procéder par exemple à des tranchées de sondage en utilisant une pelle mécanique, ou, comme c'est le cas dans notre étude, à des carottages par des moyens mécanisés. Une fois on aura ces archives sédimentaires qui constituent des séquences stratifiées où, typiquement, en théorie, le plus ancien est en bas, le plus moderne est en haut, comme vous le voyez dans l'illustration. On va dater ces séquences au radiocarbone sur des petits échantillons de matière organique soigneusement sélectionnés. Et puis, dans une troisième étape, on va procéder à une analyse très soigneuse, très minutieuse, systématique de ce sédiment et plus concrètement d'une série d'indicateurs, d'éléments qui peuvent nous indiquer comment étaient les paléoenvironnements. Alors, ces indicateurs paléoenvironnementaux peuvent être par exemple sédimentologiques, peuvent être géochimiques ou encore des bioindicateurs dans les étapes ultérieures, des bioindicateurs contenus dans le sédiment, par exemple le pollen fossile, les diatomies fossiles, encore des microcharbons, etc., qui vont nous renseigner sur différents aspects paysagers. La quatrième étape, la dernière, c'est l'intégration et le croisement de données obtenues de ces analyses multi-indicateurs et multidisciplinaires afin de reconstruire les anciens environnements ainsi que les activités humaines à différentes échelles spatiales et à différentes échelles temporelles aussi autour du site. Donc cette approche-là, qui peut paraître un peu complexe, mais qui in fine est assez standard dans les études géoarchéologiques et paléo-environnementales, on a pu la mettre en œuvre avec succès à Coran depuis 2014, dans le cadre du programme EPONA qui était dirigé par Dimitri Miras et Franck Gauthier du laboratoire Géolab et de la MSH de Clermont-Ferrand. Donc, on avait analysé 2 archives sédimentaires complémentaires, donc l'une sur le plateau de Coran, où il y a le site archéologique gaulois de Coran, et une autre archive sédimentaire dans une zone humide au pied du versant sud de Coran. Et l'étude combinée de ces 2 secteurs nous a permis d'analyser vraiment en détail l'interaction socio-environnementale durant l'âge de fer et de reconstruire l'évolution paléopaysagère. Donc, ce travail a donné des excellents résultats qui ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques. Et c'est donc ce genre d'approche qu'on souhaitait implémenter à Gergovie. Pour ceci, on a commencé par une analyse minutieuse du plateau et son environnement proche. Alors, je ne vous donne pas tous les détails, mais après analyse de, par exemple, toutes les données LIDAR, c'est-à-dire LIDAR,
C'est un modèle numérique de terrain très fin obtenu par laser aéroporté. Donc, après l'analyse de ce lidar, de l'imagerie aérienne récente et historique, de cartographie historique, de travaux géologiques, de documentation archéologique et de prospection systématique sur le terrain, on a pu localiser une série de secteurs qui pouvaient contenir des archives sédimentaires potentiellement intéressantes pour les objectifs de cette étude, parmi lesquels on a choisi de privilégier pour diverses raisons 3 secteurs. Le premier, le marais de Sarliève, où il y a déjà eu des études dans les dernières décennies, mais où un certain nombre de questions importantes étaient à résoudre. Le deuxième, la ravine de Vanda, au pied du versant sud-est du plateau de Gergovie. Et le troisième, une série de sources et de petites cuvettes humides dans le très haut versant nord du plateau de Gergovie, quasiment sous le rebord sud-vital du plateau, qui présentait aussi un grand intérêt, mais je vous donnerai les détails tout à l'heure. Donc, je vais à présent vous montrer quelques résultats des travaux qu'on a menés dans ces 3 secteurs qui contenaient finalement des archives sédimentaires très riches, en commençant par le numéro 1, le premier, le marais de Sarliève. Alors, ce marais de Sarliève, il faut savoir que c'est une archive sédimentaire qui est assez unique en Limagne. Pourquoi? Parce que la Limagne est une grande dépression marno-calcaire, mais Sarliève est le seul lac ou grand marais avec une quantité, avec une profondeur significative, avec des phases lacustres dans toute la Limagne. Il faut savoir en fait que les lacs et les zones humides fournissent habituellement des séquences sédimentaires qui font d'excellentes archives sédimentaires et qui sont très très bonnes pour reconstruire les anciens environnements et les anciens paysages. D'où l'intérêt des archives sédimentaires contenues dans l'ancien marais de Sarliève. Cet ancien marais, c'est une grande plaine aujourd'hui drainée au pied du versant est de Gergovie, mais on sait qu'il a été un lac pendant le Moyen-Âge et on sait qu'il a été drainé au XVIIe siècle, comme vous pouvez le voir par exemple dans ce document d'à peu près 1663, c'était encore un lac à ce moment-là. Alors, dans ce lac de Sarliève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu en fait des travaux de recherche paléo-environnementale depuis 1963, avec les travaux pionniers de Guillachon. Mais en fait, c'est surtout à partir de la fin des années 90 et durant les années 2000 qu'il y a eu le plus de production de données et les travaux les plus abondants. Alors, d'une part, il y a eu tous les travaux d'archéologie préventive menés par l'INRAP par rapport à la construction du zénith de la Grande d'Auvergne dans la partie nord du marais de Sarliève, qui ont fourni beaucoup de données archéologiques et aussi des données paléo-environnementales. Et aussi, il y a eu des programmes de recherche paléo-environnementale dédiés. Il y a eu même une thèse à ce sujet de l'université de Tours. Mais le problème, c'est que même si on a produit une quantité de données paléo-environnementales très importantes extraites du marais, finalement, le contrôle chronologique des archives sédimentaires de ce marais est défaillant, surtout pour les périodes protohistoriques. Pour l'âge du bronze et pour l'âge du fer, on n'a pas été capable de construire une chronologie fine. En fait, les imprécisions, elles vont parfois jusqu'à un millénaire, voire plus. Alors, ceci est extrêmement problématique. Quand on essaye de faire des analyses, par exemple des analyses sédimentologiques ou des analyses de bioindicateurs fines, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à un moment précis de la fin de l'âge du fer, par exemple, où les changements archéologiques vont être rapides. En fait, on aurait besoin de beaucoup plus de précision et de résolution chronologique que ce qu'on a maintenant. Donc, en fait, tout ceci rendait les données paléo-environnementales produites jusqu'à maintenant
difficilement utilisables et corrélables entre elles et avec les informations archéologiques très abondantes dont on dispose, que ce soit dans la plaine de Sarliève ou sur le plateau juste à côté de Gergovie, juste à côté. Donc, en vue de ceci, on a décidé de réaliser de nouveaux carottages dans le marais de Sarliève afin de pouvoir dater précisément et finement les archives sédimentaires de Sarliève, ce qui est vraiment la base pour pouvoir faire une étude paléo-environnementale fine qui puisse se corréler aux données archéologiques du plateau afin d'analyser correctement les interactions socio-environnementales et la construction paysagère. Alors, on a décidé d'implémenter ce carottage au centre du bassin sud. Pourquoi? Parce que déjà, le bassin nord est couvert de toute une série d'infrastructures qui ont laissé très peu de terrain naturel préservé. En plus, ce bassin sud est vraiment au pied du versant est de Gergovie. Il est plus grand aussi que le bassin nord, il est plus profond, enfin, il a plus de remplissage sédimentaire, il a une séquence qui est bien dilatée, une séquence sédimentaire qui est bien dilatée, entre 5 et 6 mètres. Et puis en plus, on allait pouvoir corréler ces données du bassin sud avec des travaux paléo-environnementaux et géologiques depuis 1963. On a donc fait de nouveaux carottages au cœur de cette partie sud du marais. On a utilisé une combinaison de différents carottiers. Par exemple, sur l'image de gauche, vous pouvez voir un carottier mécanisé sur chenille, carottier à percussion. Et sur l'image de droite, vous pouvez voir, c'est également un carottier à percussion, mais c'est une version portative, qui peut être opérée par 3 ou 4 personnes. En utilisant la combinaison de ces deux carottiers, on a pu atteindre les 5,40 mètres environ de profondeur, si je ne me trompe pas. Et on a pu récupérer toute la séquence sédimentaire de Sarliève. Alors, sur cette séquence sédimentaire, une fois on a ouvert les carottes en laboratoire, déjà, on a pu constater que la stratigraphie était sans surprise conforme à la stratigraphie connue. Et ensuite, on a procédé aux datations radiocarbone, mais on a décidé de trier très soigneusement, de sélectionner très soigneusement le matériel qu'on allait dater. On a daté exclusivement du charbon et des petits morceaux de bois afin d'éviter les restes de plantes aquatiques qui ne sont pas bons pour les datations radiocarbone car ils introduisent des distorsions incontrôlées. Et c'est ce qui faisait en fait l'imprécision des datations dans les études précédentes, que nous donc on a évité en ne datant que du charbon et des petits morceaux de bois. Ceci nous a permis de produire un modèle, ce qu'on appelle un modèle d'âge profondeur très précis. C'est là le graphique que vous pouvez voir sur la partie gauche de la diapositive. En fait, ce modèle d'âge profondeur, il permet d'associer à chaque profondeur de la carotte, à chaque centimètre de la stratigraphie, un âge précis auquel on pourra ensuite reporter les analyses. C'est-à-dire que si on analyse le centimètre 354 de la carotte et on retrouve quelque chose d'intéressant, on sait avec une précision assez importante de quelle chronologie il s'agit. Ceci, c'est crucial pour la suite des analyses. On ne l'avait pas jusqu'à présent. Si vous regardez ce graphique, vous pouvez voir qu'à part une courbe grise qui est le modèle qu'on a construit nous-mêmes, il y a une courbe verte et une courbe bleue en pointillé, qui sont les deux modèles qui avaient été proposés par les études précédentes et que l'on suspectait être un peu trop vieux ou trop jeunes. Alors, nos nouvelles datations ont confirmé qu'effectivement, ils sont tous les deux décalés et que parfois, les différences atteignent 1500 ans, ce qui d'une part, rendait impossible les corrélations précises et ce qui va vraiment changer radicalement les interprétations lorsqu'on va pouvoir comparer les résultats des analyses qui seront faites avec les données archéologiques ou d'autres données dans le secteur. Je vais maintenant vous présenter quelques résultats des premières analyses de cette carotte sédimentaire de Sarliève.
Alors, une première chose très intéressante est la découverte de plusieurs téphras, c'est-à-dire de retombées volcaniques, qui étaient inconnues à Sarliève. Je dis bien à Sarliève parce qu'il y a beaucoup de téphras dans le bassin de Clermont-Ferrand, dans la chaîne des Puys, dans le Cézallier, dans les monts du Forez. Donc, ces téphras étaient inconnus à Sarliève. Donc, peut-être qu'on va pouvoir les corréler avec d'autres retombées volcaniques dans la région. Donc, on en a découvert 6 exactement, même s'il n'y en a que 5 sur la figure. Hein. C'est les pics, les grands pics de la courbe rouge qui sont marqués par des petites flèches noires et qui se concentrent pour la plupart entre environ 9700 et 5800 cal-BP. Cal-BP, ça veut dire en calibré BP, c'est before present, c'est avant le présent, avant 1950. C'est une unité de calibration des dates de radiocarbone, un standard. Donc, à part ces téphras qui vont être très intéressants pour nous renseigner sur la chronologie des épisodes volcaniques régionaux et qui vont pouvoir se corréler pour faciliter un peu le puzzle de la résolution du puzzle des éruptions régionales pendant l'Holocène, on a aussi détecté une phase d'activité volcanique particulièrement intense entre 7500 et 5800 années avant le présent à peu près, qui se caractérise, en plus de par cette effrace et retombées volcaniques dont je parlais, par des séismes qu'on a retrouvés dans la carotte sous forme de déformations sédimentaires qui s'appellent les séismites et qui témoignent du mouvement du sol qui déforme le sédiment, mais aussi avec des phases de dégazage ou de lavage de cendres volcaniques dont témoignent les données géochimiques dont on dispose. Au niveau hydrologique, on a pu reconstruire aussi beaucoup plus finement les phases de vie de ce marais ou de ce lac, ça dépend des périodes, qui sont au nombre de 7. On peut donc dire que c'est un lac à 7 vies, au moins. Vers le début de l'Holocène, c'est-à-dire avant 9800 années avant le présent, il n'y a pas de lac, il n'y a pas d'eau, c'est probablement sec. Entre 9800 et 7800 avant le présent, c'est un lac avec peu d'eau, très salin, évaporitique, qui est dominé par l'évaporation. Puis, entre 7800 et 5000 années avant le présent, ça devient graduellement un marais à l'hydrologie variable avec une tendance généralisée à plus d'humidité. Et on note une érosion, un signal d'érosion qui est très probablement anthropique à partir de 5500 années avant le présent. Donc, on est à 3500 avant Jésus-Christ environ. Donc, on est dans le néolithique. Donc, ce signal se confirmera après 5000 années avant le présent. Après ce moment-là, ça va devenir un lac d'eau douce avec ce qui est intéressant et ce qu'on a par exemple découvert de nouveau dans cette étude, c'est qu'il y a plusieurs phases de bas niveau dans ce lac d'eau douce qui se corrèlent très très bien avec les enregistrements de bas niveau de lacs alpins et dans le Jura. Donc ça montre que ce lac à Saint-Lièvre est sensible à des phases de sécheresse régionales. Donc, ce lac va continuer à exister jusqu'à environ moins 600 avant Jésus-Christ, lorsque il va passer soudainement il va devenir une plaine humide. Donc, on interprète ceci pour le moment en attente de plus de données comme un drainage de la dépression par les sociétés de l'âge du fer, du premier âge du fer. Donc, ce drainage serait assez précoce, en fait, parce que les données dont on disposait indiquaient que cette dépression de Sarliève avait effectivement été drainée à l'âge du fer, mais beaucoup plus tard, vers moins 300 au lieu de moins 600. Mais en fait, notre date de moins 600 semble très bien coïncider avec des études récentes dans le sud de la Limène des Buttes, dans un marais qui s'appelle la Narse de la Sauvetat, qui aurait été drainé à la même période. Et ça semble aller bien aussi avec d'autres études en France, par exemple en France du centre-nord, dans la vallée du Rhône et dans d'autres secteurs européens, qui suggèrent que les sociétés du premier âge du fer
aurait eu une capacité hydraulique suffisante pour drainer les zones humides dès le 7e, 6e siècle avant notre ère. Cette question-là change un petit peu notre vue sur les sociétés du premier fer en Limagne. Ce qui est intéressant après, c'est qu'on a longtemps pensé qu'entre le moment de drainage du lac et la période antique, on n'avait pas de sédiments, on n'avait pas d'enregistrement sédimentaire, on n'avait pas de sédiments représentant cette période qui correspond finalement à la fin de la période gauloise et qui est d'un intérêt tout particulier. Donc, on n'avait pas le sédiment représentant cette période à Sarliève. Mais notre carotte sédimentaire, que vous pouvez voir à droite de l'image, indique tout à fait le contraire. En fait, la période de l'oppidum de Gergovie, la fin de la période gauloise et donc de la guerre des Gaules, est bien représentée dans la séquence sédimentaire de Sarliève, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pouvoir l'étudier. Vers la fin de la période gauloise et à l'Antiquité, le bassin de Sarliève va devenir une zone marécageuse, et ça c'est quelque chose que l'on savait, qui est marquée par la présence d'une couche noire, c'est une couche qui indique la présence d'un marais, et qu'on appelle la couche noire de Sarliève. Alors, on l'a retrouvée à différents endroits en Limagne, on l'a aussi retrouvée dans la dépression de la Marge de la Chauvetade, dont je vous parlais tout à l'heure, avec une chronologie légèrement différente. Et on ne sait pas encore totalement comment l'interpréter, mais ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y a une complexité de cette couche noire qui est formée par différentes phases ou sous-phases qui devront être étudiées dans l'année à venir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. Si ce marais est le fruit de changements climatiques qui fait remonter le niveau de l'eau, ou si au contraire, c'est plutôt une remise en eau volontaire pour utiliser d'une autre manière cette zone humide de Sarliève. Finalement, à la fin de l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, la dépression de Sarliève va devenir un lac, tel que nous racontent les sources historiques, pour être finalement drainé au XVIIe siècle, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, le deuxième secteur d'étude de ce travail est la ravine de Vandame, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est située au pied du versant sud-est de Gergovie, juste au contact avec la plaine. Alors voilà donc une panoramique du secteur. La flèche rouge indique la ravine, mais elle n'est visible que de très près, car c'est un véritable fossé très profond et très étroit. On aperçoit que quand on est quasiment dessus. En fait, il s'agit d'une incision relativement récente et quasiment verticale, d'une accumulation colluviale de pieds de versant très épaisse, au pied du versant sud-est de Gergovie, et donc qui nous a fourni aussi une fenêtre sur des archives sédimentaires, mais cette fois pas de zone humide, mais de versant, de pieds de versant. Voilà, donc pour vous donner une idée, je mesure environ 1,85 m, un poil plus. Donc, vous pouvez voir que la coupe, le profil, il est assez important. Il doit faire dans ce secteur-là 3,5 m, mais il y avait d'autres secteurs où il atteint 4,5 m, 5 mètres de profondeur. Alors, la stratigraphie qu'on a pu étudier dans les parois de cette ravine est faite d'un mélange assez complexe d'alluvions et de colluvions et a été étudiée en détail par Nicolas Tissot. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut retenir qu'on a pu identifier 5 grandes phases de sédimentation dans cette ravine et qu'on a pu les dater grâce à des datations radiocarbone d'une part. Par exemple, comme vous voyez sur l'image, une graine de blé à la base de la séquence qui date du début du 9e siècle de notre ère, et aussi grâce à du mobilier archéologique. Donc la séquence serait globalement datée entre l'an 800 et 1800 de notre ère à peu près. Alors, ces 5 phases sédimentaires ont enregistré ce qui se passe
au niveau érosif et hydrosédimentaire dans tout le versant sud-est de Gergovie, qui est au-dessus du vallon où est située la ravine pendant toute cette période. Donc, ça va nous donner des indications précieuses sur les dynamiques de versant. Comment plutôt interagissent les questions climatiques, les oscillations climatiques, avec les différents aménagements anthropiques et les processus plutôt environnementaux dans ce versant sud-est. Alors, voilà une synthèse interprétative de ces dépôts de la ravine de Vanda, en intégrant, comme je vous le disais, des données stratigraphiques, chronologiques et sédimentologiques, et en les mettant en parallèle avec des données historiques et climatiques dont on dispose à l'échelle de la région et de l'Europe occidentale. Donc, les 5 phases dont je vous parlais sont bien visibles. 3 dépôts plutôt fins en gris qui témoignent de phases de basse énergie hydrosédimentaire, de dépôts plutôt fins, quoique abondants, et de phases en marron de dépôts plutôt plastiques, plutôt grossiers, qui sont caractérisés par une forte érosion et une grande énergie hydrosédimentaire qui entraîne des flux très énergiques dans l'axe du vallon. Alors, de bas en haut, de plus vieux au plus jeune, on a pu repérer donc ces 5 phases. Vers la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, c'est-à-dire autour du 8e siècle, on se rend compte qu'il y a un impact fort sur les sols, mais le climat est plutôt clément à cette période-là et la gestion, les pratiques agro-pastorales ne sont pas forcément très agressives. Par contre, un peu plus tard, la viticulture, qui est attestée historiquement, pourrait avoir été le déclencheur probable d'une érosion des sols importante lorsque le climat reste cependant très bon à l'approche de ce qu'on appelle l'optimum médiéval. Postérieurement, plutôt vers la fin du Moyen-Âge, on voit un perfectionnement des systèmes d'exploitation, on le sait grâce aux données historiques, et donc l'implantation de l'élevage ainsi que de murs de protection en pierre sèche dans le secteur, ce qui semble conduire à une phase d'énergie hydrosédimentaire plus réduite, de moindre érosion, mais elle va être succédée environ autour du 15e, 16e, 17e siècle par une nouvelle phase de grande énergie hydrosédimentaire dans l'axe du vallon qui coïncide remarquablement bien avec 2 choses. D'une part, le petit âge glaciaire qui est caractérisé par des dérèglements climatiques à la fin du Moyen-Âge et pendant le début de la période moderne, et aussi par une crise de l'exploitation qui est documentée historiquement, et par un certain abandon des aménagements de versants. Finalement, à partir de 1800 environ, l'impact fort sur les sols continue, mais d'une part, le polydège glaciaire semble arriver à sa fin et tous les aménagements de versants semblent être repris, l'exploitation semble à nouveau être réorganisée, réordonnée, et donc on est à nouveau dans une phase d'érosion et de flux hydrosédimentaires limités. Donc, ce qui est intéressant, s'il se dégage de cette analyse que je vous ai présentée très succinctement en 5 phases, très schématiques, mais il se dégage que globalement, pendant toute la période, l'impact anthropique sur les sols est fort et permanent globalement, mais c'est plus les activités humaines et surtout le mode d'exploitation ou même les abandons qui déclencherait les phases d'érosion du versant et les épisodes de haute énergie hydrosédimentaire dans l'axe du vallon de Vanda, alors que le climat semblerait être par contre un agent modulateur ou amplificateur de ces événements de haute énergie déclenchés par l'activité anthropique. Finalement, le 3e secteur d'étude de ce travail, les sources et les bassins du versant nord du plateau. Alors, le versant nord du plateau de Gergovie a une configuration géomorphologique très originale qui est caractérisée par des glissements complexes de parties de panneaux de l'entablement basaltique du plateau.
ce qui fait une morphologie un peu en marche d'escalier avec des contrepentes qui dessinent des petits bassins qui sont devenus des zones humides sur la partie haute de ces versants nord parce qu'elles récupèrent en fait l'essentiel des flux hydrologiques superficiels et subsuperficiels du plateau. Alors, on a choisi, on a prospecté toutes ces cuvettes qui, pour certaines, sont à peine quelques dizaines de mètres sous le rebord sommital du plateau. Et on a choisi de carotter l'une d'entre elles, qui était certainement la plus grande et qui semble être la plus humide, qui est dénommé le préolac, que vous pouvez voir sur l'image. Alors, dans ce secteur, on avait aussi pu extraire des informations, des documents historiques issus d'études hydrologiques du début du XXe siècle, dans les années 20 environ, qui montrent une série de sources et de bassins dans ce versant nord. On note la source de fond clair, de fond mort, la source de Chien, il y a la source de Préolac. Et ce qui est intéressant, sur l'image de droite, on voit qu'il y a même une mention au marais du Préolac. Donc ça, c'est très bon pour nous parce que ça veut dire potentiellement une accumulation d'eau et de sédiments qui fournirait des bonnes archives sédimentaires. On a retrouvé ces cuvettes des archives historiques, bien sûr, en analysant un modèle numérique du terrain de haute précision obtenu par l'analyse des données LIDAR. Comme je vous disais, les données LIDAR sont obtenues par laser aéroporté. Donc, ça nous a permis de détecter un grand nombre de concavités de cuvettes dans ce versant nord, dont certaines importantes. Donc, sur l'image, vous voyez celle du Préolac dont je vous parlais, et puis une autre qu'on dénomme l'abreuvoir, car il y a un abreuvoir en pierre sèche d'âge indéterminé, qui coïncide totalement avec les documents historiques dont on dispose. Alors, dans cette cuvette du Préolac, on a décidé de mettre en œuvre des moyens géophysiques avec la collaboration du labo Magma et Volcan de Clermont-Ferrand pour obtenir une image indirecte du sous-sol dans cette cuvette du Préolac. Donc ici, vous pouvez voir le profil de résistivité électrique qui montre en fait qu'il existe bien une cuvette avec environ 6 mètres de remplissage de sédiments fins. Donc il s'agit de cette lentille bleue qui est indiquée par des flèches rouges au centre du profil de résistivité électrique. Alors, au vu de ces premiers résultats encourageants, on a décidé de faire un carottage exploratoire au centre de cette cuvette afin d'essayer de récupérer des carottages sédimentaires avec la collaboration, avec l'aide précieuse même du laboratoire EVS de Lyon. Donc voilà quelques images. Je vais aussi vous montrer une courte vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent ces manœuvres, ces opérations de carottage. Oui, oui. Ça serait 40-50 bouffe. Ah, voilà, tu accroches un peu. Ouais, c'est bon. Bon. Tu vas vite mettre le capuchon. Oui, si, il y en a. Ouais, c'est le bas. Vite. Voilà. Ok. Donc le haut, le mettre. Donc, je vais mettre le bas tout de suite là. Ah oui, ouais, combien. Voilà, donc c'est à ça que ressemble un carottage sur le terrain. Quand on arrive au laboratoire, on a pu récupérer 50-85 de sédiments. Donc on les ouvre avec une meuleuse en laboratoire, on les nettoie et on a pu récupérer
5,85 m de matériel sédimentaire très riche en matière organique. On a pu réaliser quelques radiocarbones, grosso modo en haut, au milieu et en bas de la séquence sédimentaire. Et donc, on a pu constater que cette séquence sédimentaire s'étend environ entre 830 et 1550 de notre ère, voire un peu plus tard, parce qu'on n'est pas tout en haut de la carotte. Donc, c'est environ un millénaire, un peu moins, un peu plus d'un millénaire, représenté sur 6 mètres de sédiment. En synthèse, le travail et les résultats que je vous ai présentés sur ces 3 secteurs d'études permettent de couvrir différentes périodes chronologiques et différentes zones autour de l'oppidum de Gergovie et sont donc très complémentaires par rapport aux périodes chronologiques, par rapport aussi au type d'archives sédimentaires et donc au type d'informations qui peuvent délivrer. Alors, en premier lieu, à Sarliève, on a plutôt un signal d'ensemble d'échelle paysagère, on peut dire, sur la longue durée. On a une chronologie des sédiments de Sarliève à l'Holocène qui est enfin maîtrisée. Des premiers résultats qui concernent l'hydrologie et le volcanisme qui sont tout à fait intéressants et qui sont en publication. Et la prochaine étape, c'est l'étude de bioindicateurs, par exemple le pollen fossile, les microfossiles non polliniques ou les ostracodes qui vont nous renseigner sur les paysages végétaux, les activités anthropiques comme l'agriculture, l'élevage, l'état du plan d'eau, etc. Globalement, cette séquence renferme un grand potentiel pour une étude paléo-environnementale fine et pour une reconstruction des paysages et de l'interaction entre les sociétés et les environnements. Donc, ceci est un travail qui a déjà commencé, qui est en cours, mais qui va se poursuivre pendant les années à venir. On pourra éventuellement, et c'est déjà prévu, réaliser un certain nombre de zooms sur des périodes particulièrement intéressantes. Par exemple, la période du début du néolithique, la néolithisation, qui est relativement mal connue dans le secteur, et évidemment la période de l'oppidum de Gergovie, la période gauloise, qui est représentée dans la séquence, ou encore la période romaine. Donc tout ceci est à exploiter dans les années à venir, mais on sait d'ores et déjà qu'on dispose d'un grand potentiel pour le faire. Dans les 2 autres secteurs, c'est-à-dire la ravine de Vanda et la cuvette du Préolac, on dispose de 2 enregistrements qui couvrent à très haute résolution, globalement une même chronologie entre 800 et 1800 après Jésus-Christ environ, ce qui est d'une part surprenant, parce qu'ils sont assez synchrones, et d'autre part, c'est assez original dans le secteur parce qu'on ne connaît pas, on ne dispose pas de beaucoup d'informations paléo-environnementales pour ces périodes-là, pour le Moyen-Âge, qui reste globalement un peu mal connu. En plus, ces 2 séquences qui pourront être datées facilement au vu de la quantité de restes organiques dans le sédiment. Ces 2 séquences semblent enregistrer l'interaction entre le climat et les modes de gestion agraire des versants, et elles sont toutes les 2 susceptibles d'études sédimentologiques et de bioindicateurs très poussés, par exemple une analyse malacologique de pollen et de microfossiles non polliniques, de microcharbon, de macro-restes végétaux ou encore de diatomées fossiles. Alors, tous ces indicateurs sont autant d'indicateurs pour les études multidisciplinaires de l'évolution du paysage post-antique, bien sûr en incluant les modes de vie, les pratiques agraires, par exemple le feu, le ruissage, la viticulture, etc. Mais dans ces cuvettes du versant nord, on peut deviner un potentiel qui est en fait beaucoup plus important que tout cela. Nos travaux, plus les documents hydrogéologiques du début du XXe siècle, ainsi que les quelques prospections de l'association du site de Gergovie dans le secteur, suggèrent que ici pourrait être la clé de la question de l'eau sur le plateau du Gergovie. Il faut donc ici souligner le besoin urgent d'une exploration géoarchéologique plus ambitieuse des cuvettes et des zones humides et des sources de ce versant nord, car d'une part, comme je disais, il y a une partie de la réponse à la question de l'eau sur le plateau de Gergovie est ici, et d'autre part, il y a probablement des dépôts sédimentaires plus vieux dans ce secteur nord que ce qu'on a récupéré.
car finalement, notre exploration, notre carottage est le carottage d'une seule de ces 4 ou 5 dépressions qu'on peut trouver dans le versant nord. Il faut donc penser pour le futur à une campagne d'exploration archéologique, géoarchéologique plus ambitieuse avec des sondages mécanisés à la pelle mécanique et des fouilles si besoin. Finalement, pour conclure cet exposé, donc voilà quelques éléments de synthèse et également quelques perspectives pour les années à venir. Alors, globalement, on a pu faire un premier pas important vers la compréhension des interactions socio-environnementales autour de Jacobi. On a pu récupérer des séquences sédimentaires, des archives sédimentaires qui contiennent des informations, que ce soit à l'échelle de l'Holocène, que ce soit à l'échelle de la période gauloise ou romaine. On a des nouvelles données après plus d'une décennie d'un peu de stagnation de la recherche. Et ce n'est que la première phase d'une approche paléo-environnementale beaucoup plus large et ambitieuse dans les années à venir. On a, comme je disais, un potentiel certain pour des études qui peuvent aller du début de l'Holocène jusqu'à la période moderne, mais on va pouvoir reconstruire l'évolution des paysages, la dynamique des hominides, l'activité humaine, etc. Tout ce qui est agriculture, pastoralisme, entre autres, autour de Jacobi. Et tout ceci à in fine nous mener à une reconstruction détaillée des interactions société, climat, environnement autour du site, de la préhistoire à l'Antiquité, ce qui nous permettra une compréhension clairement plus profonde, plus complète et surtout beaucoup plus intégrée de l'histoire de Japon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je vais maintenant procéder à répondre aux questions. Comment les zones de carottage, qui semblent très précises, sont-elles choisies? Alors, ça dépend des objectifs scientifiques de l'étude, des moyens disponibles, que ce soit au niveau financier ou matériel de carottage, des informations dont on dispose au préalable, et aussi parfois ça dépend de raisons pratiques, par exemple de l'accès de la nature du terrain, public, privé, terrain dur, terrain meuble, terrain inondé, etc. En général, le but va être d'obtenir une séquence sédimentaire déjà qui couvre la période chronologique qui nous intéresse et qui soit de qualité, c'est-à-dire qui soit le plus dilaté possible et si possible avec du sédiment fin, car ça permet beaucoup plus d'analyse. Et si c'est du sédiment fin et humide, ça rend possible la conservation de beaucoup de marqueurs, notamment des marqueurs biologiques. Alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va réunir toute l'information dont on dispose, que ce soit cartographique, autres sondages géologiques ou géotechniques antérieurs, imagerie aérienne, des cartes, des documents historiques, des modèles numériques de terrain. Et avec tout ceci en tête, sur le terrain, on va utiliser notre savoir-faire en géologie et géomorphologie quaternaire et des formations superficielles pour essayer d'anticiper un peu la géométrie du corps sédimentaire auquel on a affaire. Par exemple, dans tout ce qui est système lacustre ou zone humide, il est souvent une bonne idée de situer le carottage au milieu, même si pas toujours, car ça va être plus profond et il y a plus de sédiments accumulés, normalement. Mais finalement, il y a aussi une question, dans beaucoup de cas un peu compliqués, d'exploration un peu préliminaire, un peu plus approfondie, par exemple en faisant de la géophysique, comme vous avez pu le voir pour le secteur du Préolac, ou encore faire des campagnes exploratoires de carottage, par exemple faire des transects, c'est-à-dire des lignes de carottage pour pouvoir reconstituer longitudinalement, transversalement la géométrie des corps sédimentaires. Et ensuite, ça va nous permettre d'implémenter le point de carottage définitif avec une précision qu'on voudrait chirurgicale. C'est ce qu'on a pu faire pour le Préolac, car c'est une dépression toute petite, on avait des informations géophysiques. Et à Sarliève, on a pu le faire aussi parce qu'on disposait d'une caractérisation géologique au niveau de la géométrie des formations sédimentaires très précises grâce aux études des années 2000. Donc, on savait où carotter.
Ensuite, dans des systèmes sédimentaires un peu grands, on n'est pas non plus au mètre près. Les carottes prélevées et les séquences sédimentaires laminées sont-elles conservées après leur analyse? Si oui, comment sont-elles conservées et combien de temps? Seront-elles ultérieurement réétudiées à travers le spectre de technologies futures? Alors oui, bien sûr, elles sont toujours conservées durant et après les analyses, durant un certain temps au moins. Typiquement quelques années, mais ça peut aller jusqu'à quelques décennies, voire virtuellement toujours dans certains cas, en fonction des circonstances scientifiques et aussi matérielles, des enjeux, du budget. Normalement, dès leur prélèvement, elles sont conservées en chambre froide avec une gaine de protection à 5 degrés pendant toute la période d'analyse, qui peut s'étaler sur plusieurs années. Elles peuvent se maintenir ainsi facilement si elles sont bien emballées à 5 degrés, 5 à 10 ans. Après les analyses, et plus pour le long terme, on peut penser à d'autres solutions, par exemple une congélation, une dissécation totale, ou même on peut imprégner des parties de carottes ou des échantillons précis avec une résine synthétique pour certaines études qui les rend pratiquement éternelles. Tout ça, ça va permettre effectivement de réétudier les carottes dans le futur avec des nouvelles technologies. Par exemple, un exemple me vient à l'esprit. Il y a des études, j'ai lu ça dans un journal scientifique récemment, il y a des études qui viennent d'être faites sur des carottes de glace du Groenland qui viennent d'une base secrète américaine de la guerre froide, donc ça doit être environ des années 60 environ, si je ne me trompe pas, et qui avait été très longtemps perdu, plusieurs décennies, on ne sait pas trop où, dans des congélateurs de l'université, et qui ont été miraculeusement retrouvés. Et on a réanalysé des échantillons qu'on avait écartés parce qu'on n'avait pas trop les moyens de les analyser. Donc, avec des techniques modernes et un regard moderne aussi des nouvelles questions, et on ne s'intéresse plus aux mêmes choses qu'il y a 50 ans. Donc, on a pu, si je ne me trompe pas, montrer qu'il y avait des plantes à la base de plusieurs kilomètres de glace au Groenland. Donc, bon, effectivement, c'est des cas très différents, mais ça pourrait aussi tout à fait arriver à nos carottes. Même si, sachant qu'on n'est pas au Groenland, le plus simple serait quand même, de très loin, pour l'équipe qui, dans le futur, voudra refaire les analyses, d'aller prélever eux-mêmes leurs carottes au même endroit, vu la facilité. Sauf si, bien sûr, la plaine de Sariève est un jour complètement urbanisée. Espérons qu'elle ne le sera pas. Qu'est-ce que vos résultats vont apporter concrètement aux recherches qui sont déjà menées par les archéologues en charge des fouilles du plateau de Gergovie? Eh bien, beaucoup. Alors, nos résultats, dans un futur que j'espère proche, ça dépendra de l'évolution des travaux aussi, ils vont leur apporter un contexte qui est précieux, je dirais même essentiel, et quasiment aussi important que le site en soi, parce que pour le moment, on dispose de très peu d'informations de contexte. Ça va leur aider à interpréter toutes leurs découvertes dans un contexte, ainsi que l'ensemble du site, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a dépassé depuis longtemps l'archéologie centrée exclusivement sur les vestiges, sur les structures, sur les objets, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est juste plus suffisant. Alors, comment peut-on interpréter un site? Comment comprendre le mode de vie des gens sans rien savoir de l'environnement qui les entourait? En fait, un site, une occupation préhistorique, protohistorique, antique, de n'importe à quelle période, veut dire une exploitation des ressources naturelles, d'une part pour la subsistance, mais pas que, aussi par exemple pour produire des biens qui vont faire l'objet de commerce. Ça veut dire aussi des modes de gestion, certains impacts sur le milieu, érosion, pollution par exemple, et toute une configuration du territoire, des paysages par l'homme. Donc, en fait, on peut même appeler ça un anthroposystème, et dont le site est un peu le cœur, la cristallisation. Tu pourrais dire aussi que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, et qu'il y a tout un système, un anthroposystème derrière, qui naît de l'interaction entre cette société-là et son environnement. Alors, par exemple, on peut envisager beaucoup d'exemples. Par exemple, l'information qu'on pourrait obtenir sur le versant nord de Gergovie,
pourrait changer radicalement les idées qu'on a sur l'eau sur le plateau. Et par exemple, on va changer l'interprétation des structures comme les citernes et tout ce qu'on sait du système d'approvisionnement en eau et de gestion en eau du plateau. On a par exemple aussi besoin d'informations sur les sols, les terrains agricoles, pour savoir si les sols étaient bons, s'ils étaient mauvais, s'ils étaient érodés ou pas, pour savoir ce qu'on cultivait, ce qu'on mangeait et où. Par exemple, est-ce qu'on cultive sur le plateau même et qu'est-ce qu'on cultive sur le plateau même ou pas. Idem pour les activités pastorales ou pour les zones boisées, par exemple. On peut obtenir des informations sur quel type de bois, quel type d'arbre on avait, plutôt des buissons, plutôt des futaies, etc. Et comment interagissaient, comment ils étaient exploités. Surtout sachant que le bois était utilisé pour construire à peu près tout par les sociétés celtiques. Il y a d'autres ressources naturelles aussi qui concernent plutôt l'artisanat et le commerce, par exemple les métaux. On peut détecter, par exemple, les contaminations de métaux lourds par la métallurgie du plomb, de l'or, de l'argent, etc. On peut savoir si certaines matières premières étaient locales ou pas, etc. Et sans parler aussi de périodes plus anciennes, par exemple néolithiques, où les sociétés étaient quand même beaucoup plus vulnérables, leur subsistance était beaucoup plus vulnérable aux changements climatiques, aux oscillations climatiques holocènes, aux événements volcaniques, etc., qui peuvent avoir quand même très fortement conditionné les occupations du plateau et de son entourage. Donc oui, effectivement, nos recherches vont à moyen et à long terme apporter beaucoup, on espère, aux recherches archéologiques et leur donner un contexte précieux pour interpréter toutes leurs découvertes. Les recherches paléo-environnementales peuvent-elles apporter des éléments d'information supplémentaires concernant un événement précis, par exemple la bataille de Gergovie? Alors, c'est une question difficile parce que l'événementiel est compliqué à aborder par sa nature temporelle brève. En fait, à l'échelle temporelle, à la résolution temporelle à laquelle on travaille, même les radiocarbones peuvent permettre au mieux une résolution de quelques décennies. Donc, tout ce qui est événementiel, c'est quasiment instantané, c'est un clin d'œil à notre échelle d'étude. Mais quand même, il y a la géoarchéologie et les paléo-environnements peuvent quand même apporter des choses, je pense. Disons peut-être pas l'événement en soi, mais une discussion plus large sur l'événement. Par exemple, un exemple classique à travers la reconstruction paléogéographique et paléo-environnementale. Par exemple, on sait que lors de la bataille de Gergovie, le marais Serier avait été drainé. Donc, une partie de la bataille, peut-être la cavalerie, la bataille de cavalerie, a peut-être pu se dérouler là-bas. L'état de couverture végétale et d'aménagement des versants, même si en principe autour d'un oppidum on les imagine un peu dégagés quand même, a pu aussi jouer dans la bataille, juste pour donner un exemple. Ou encore, j'en parlais tout à l'heure, mais l'approvisionnement en eau est aussi un élément crucial dans un siège prolongé, même si ce n'est pas le cas à Gergovie. Et donc, la géoarchéologie pourrait permettre de l'appréhender un peu mieux, cette question de l'eau. Et puis, il y a aussi des exemples un petit peu plus exotiques. Par exemple, on a pu, je me souviens, on a pu trouver dans une tourbière, dans un col des Alpes, des traces d'excréments de très nombreux chevaux, juste à la période de la traversée des Alpes par Hannibal, sur l'une des routes supposées de la traversée des Alpes. Donc, par exemple, voilà un exemple sympathique que peuvent apporter les études paléo-environnementales à ce genre d'événements précis. Alors, dans ce cas concret, c'est dommage que ça ait été des excréments de cheval et pas d'éléphant, mais bon, qui sait. Peut-être que justement des analyses dans les années à venir pourront trouver des excréments d'éléphant. Concernant en particulier les périodes de l'âge du bronze et de l'âge du fer, ces recherches remettent-elles en question certaines de nos connaissances actuelles et lesquelles?
Alors, les travaux que je vous ai présentés sont encore relativement préliminaires, mais il y a quand même déjà des éléments intéressants. Alors, pour l'âge du bronze, les données qu'on a pour l'instant vont globalement confirmer des choses qu'on sait ou qu'on suspecte déjà. Par exemple, on ressent à Sarliève des phases de bas niveau lacustre qui reflètent des périodes de sécheresse de courte durée et qui sont corrélées à des épisodes enregistrés dans les lacs alpins. Alors, ces phases-là, on les connaissait, mais elles n'avaient pas été documentées en Limagne, ce qui est intéressant et qui nous permet de nuancer un petit peu le paléoclimat pendant l'âge du bronze en Limagne. Par contre, une autre chose intéressante à l'âge du bronze, c'est qu'on détecte une longue phase de très basse érosion pendant tout l'âge du bronze moyen et le début de l'âge du bronze final, qui pourrait être connecté, qui serait vraisemblablement connecté à des phases de déprise qui sont documentées régionalement et donc de moindre impact sur les sols d'érosion par les activités anthropiques. Voilà, ça en partie des choses qu'on suspecte ou qu'on connaît et des choses, quelque chose de nouvel aussi. Pour l'âge du fer, c'est plus intéressant parce que pour le moment, dans l'état actuel des études, probablement la découverte la plus intéressante pour l'âge du fer, c'est la question du probable drainage de la dépression du marais de Sarliève et de sa datation. Cette datation était située vers -300 par les études antérieures et nos données la reculent jusqu'à -600. Alors celle-là est très précoce et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle laisse supposer que les sociétés du premier âge du fer avaient déjà la technologie hydraulique suffisante pour faire ce genre de choses, ce qui va dans le sens de découvertes dans d'autres régions françaises, notamment la vallée du Rhône, et aussi avec des recherches récentes en Limagne du Sud. Quelle est finalement la découverte la plus surprenante à laquelle cette étude vous a conduit? C'est difficile un peu d'en choisir une seule, surtout que, comme je l'ai dit plusieurs fois, les recherches n'en sont qu'à ses débuts. Alors, il y a la question toutes ces cuvettes, les zones humides dans le versant nord, et de la séquence sédimentaire du Préolac sont particulièrement intéressantes quand même parce que d'une part, c'est des périodes qui sont très mal documentées, la période tardo-antique, le Moyen-Âge, c'est des périodes qui sont mal documentées dans le secteur. Et d'autre part, on sent un peu qu'on pourrait être devant quand même la clé de la question de l'eau à Gergovie et que le secteur a un potentiel très important avec toutes ces cuvettes, toutes ces zones humides qu'il faut à tout prix essayer d'explorer, de sonder dans les années à venir. C'est aussi intéressant parce qu'on a une chronologie assez synchrone finalement avec les dépôts colluviaux de la ravine de Vanda. En fait. Et cette synchronie est très intéressante et elle montre en fait que dès l'Antiquité ou la fin de l'Antiquité, il se passe quelque chose au niveau hydrosédimentaire sur le plateau de Gergovie, ses versants, qui probablement peut être étendu à la plaine en contrebas. Quelque chose qu'on appréhende pas encore, mais il va falloir comprendre. En ce qui concerne, par exemple, le Sarliève, les deux découvertes les plus intéressantes seraient d'une part cette concentration d'événements volcaniques, d'épisodes volcaniques vers le milieu de l'Océan dont j'ai parlé rapidement, et qui pour le moment n'étaient pas vraiment connus, qui n'étaient pas identifiés comme tels, donc ça c'est assez intéressant. Et d'autre part, comme je viens de le dire, cette question du drainage 3 siècles plus tôt que prévu de la dépression au début de l'âge du fer. Voilà, qui change un petit peu la donne par rapport aux sociétés du premier âge du fer en Limagne.